Bonjour à tous, bienvenue dans le studio virtuel de l'Avant-Scène, The French Theatre Workshop. Nous sommes ravis de vous accueillir en bon nombre cet après-midi pour la deuxième représentation de Berlin, Mon garçon de Marie Ndiaye. Ça nous fait très plaisir de vous proposer cette pièce qui est tout à fait inédite. C'est une pièce très très récente, une commande du metteur en scène, acteur français Stanislas Nordet à la romancière et autrice de théâtre Marie Ndiaye. Nous tenons à remercier Marie Ndiaye de sa générosité, de nous avoir laissé et autorisé à représenter la pièce qui est donc tout à fait inédite. Elle sera d'ailleurs présentée, nous l'espérons, à Paris à la fin du mois de juin, dans la deuxième quinzaine de juin, au Théâtre national de l'Odéon. Cette pièce, Berlin, mon garçon, se passe entre Berlin et Chinon. Nous suivons Marina et son mari Léni. Ils sont tous les deux libraires. Leur fils est parti. Cela fait plusieurs mois. Il est parti à Berlin. Il ne donne plus de nouvelles. Et dans la première scène, Marina vient de faire le déplacement à Berlin. Elle vient d'arriver à Berlin. Elle a loué un appartement à un certain Rüdiger. Elle va le rencontrer. C'est le début de la pièce. Dans la deuxième scène, nous serons à Chinon. Et puis retour à Berlin, dans la troisième scène qui est très importante pour la pièce. Retour à Chinon pour la quatrième scène et enfin, dernière scène du spectacle, nous serons à Berlin. Ça nous a fait très plaisir de travailler tout le semestre sur Berlin, mon garçon, en parallèle du Malade imaginaire que nous vous présentions début mars. Il fallait aussi ce temps de travail, près de 3 mois, pour travailler le texte, entrer dans l'univers de cette très très belle pièce. Ça a été un travail passionnant pour les élèves acteurs. Alors ces élèves acteurs que vous allez retrouver sont des élèves avancés de l'avant-scène. Vous les retrouverez également durant les prochains semestres. Et nous souhaitions, comme c'est la fin de l'année, la fin du semestre universitaire et la fin de la grande et longue année universitaire, on voulait vous remercier de votre fidélité toute cette année assez particulière. Malgré les circonstances, nous avons été heureux de vous proposer une saison virtuelle avec, dans un premier temps, l'édition virtuelle de Seul en scène en septembre dernier, puis On ne badine pas avec l'amour de Musset, plus récemment Le Malade imaginaire de Molière, et puis les travaux, les fragments des élèves des cours de théâtre, et enfin, cette fin de semaine, Berlin, mon garçon de Marie Ndiaye. On vous remercie et on espère bien sûr vous retrouver en présentiel, comme l'on dit, à partir de l'année prochaine, de septembre prochain. La pièce va durer 1h30, sans entracte. On est ravis que vous ayez pu nous rejoindre cet après-midi. C'est la deuxième représentation de la pièce. Les élèves vont enchaîner une dernière et troisième représentation ce soir. Je vous souhaite une très très bonne traversée dans l'univers de cette pièce. Bon après-midi à tous. Voilà donc cette ville, me disais-je. Voilà donc ce Berlin dont ils rêvent tous. Voilà devant mes yeux, enfin, cette ville fabuleuse dont ils entendent de très loin l'irrésistible chant. Mais quelle horreur, mais quelle tristesse, me disais-je. Je me suis détournée afin que Rüdiger ne voie pas que j'étais au bord des larmes. Je me moquais bien de ce Rüdiger avec son regard froid, sa froide et rude politesse à l'ancienne. Mais je ne voulais pas lui montrer une émotion dont il se sentirait peut-être obligé de me demander le motif. Alors, lui aurais-je dit, c'est cela, votre Berlin dont le chant silencieux les attire si nombreux.
Mais comment peuvent-ils se laisser ensorceler par une ville pareille? Car voyez, lui aurais-je dit, ce qui se déploie sous mes yeux derrière la vitre. Quittez votre regard glacé, bleuâtre, et voyez donc, par mes yeux pleins de larmes, voyez par mes yeux éberlués votre affreux Berlin. Votre ville enjôleuse au ciel cendreux. Les choucas tournoient follement. Voilà donc cette ville, se disait-elle assise à mon côté. Voilà donc ce funèbre Berlin. Et je pouvais entendre ses pensées, affolées, stupéfaites, tourbillonner dans le taxi, aussi nettement que j'entendais les croissements des choucas qui prenaient en cette fin de journée leur long vol piaillard concentrique au-dessous des maisons. Je pouvais entendre ses pensées. J'écoutais les choucas et ma compréhension de chacun, des oiseaux et de la femme, était parfaite. Et j'avais de la compassion pour la femme, mais pas pour les oiseaux, qui n'avaient pas à souffrir, eux, de la froideur de mon regard, de la raideur de mon maintien, de cette réserve excessive, embarrassante et peu sympathique, ou pas sympa de tout, dont je suis trop vieux pour espérer me débarrasser maintenant. J'avais de la compassion pour elle. Je pouvais entendre ses pensées effarées. Voilà donc cette ville, me disais-je. Voilà donc ce Berlin qui les retient. Par quelle force ténébreuse, quel pouvoir inexplicable, et qu'il me faudra pourtant comprendre et m'expliquer à moi-même si je veux retrouver mon fils. Puisque mon fils a écouté lui aussi, me disais-je, en me sentant vaguement moins mal à présent. Il a écouté les voix qui lui disaient qu'il ne serait jamais contraint, ni observé, ni tensé. Jamais réveillé le matin, ni jamais poussé hors de la nuit infinie. Jamais renvoyé d'aucune fête, ni jugé, ni prisonnier d'aucune morale. Et le voilà. Voilà mon fils, sautant joyeusement dans la charrette aux roues enveloppées de tissu pour ne faire aucun bruit. Le voilà embarqué vers le pays des plaisirs et de la nuit sans trêve, sans prêter attention au triste regard des ânes qui emmènent le convoi. Au regard glacé, bleuâtre, du petit homme dont le fouet est rapide. Voilà donc cette ville, se disait-elle comme j'écoutais la rumeur de ses pensées accablées. Elle observait qu'il gardait son visage obstinément tourné vers la vitre de la voiture, pour éviter peut-être que je voie sur ce visage l'abattement et la colère. Oui, je pouvais aussi entendre le sombre frémissement de la colère, altérer, dévoyer ses réflexions, de sorte que je brûlais de lui dire que votre colère s'écarte de moi si j'en suis la cause. J'étais consterné de ne pouvoir lui dire. Ne croyez pas que je sois celui que j'ai l'air d'être, avec mon regard froid, mon allure digne et froide et bêtement renfermée. Je voulais lui dire et ne pouvais lui dire. Je suis un homme sensible et bon. Je ne pouvais le lui dire à cause de cette habitude de distance, de pudeur absurde et d'inutile quant à soi qui est mienne depuis si longtemps.
qu'elle a construit autour de mon désir, de ma volonté, de mon intimité, une paroi de glace. Comme j'aurais voulu pouvoir lui dire que votre colère s'écarte de moi, qu'elle laisse en paix le pauvre Rudiger, le véritable Rudiger, qui lutte en ce moment même pour s'extraire de la glace et de silence et de l'excessive bienséance, qui lutte chaque jour de sa vie pour tenter d'éclipser le glacial Rudiger, aux fouets cruels, aux yeux pâles, sévères, inexpressifs. Mais je suis un homme. Je suis un homme sensible et bon. Voilà donc cette ville. Voilà donc ce Berlin diabolique qui tient mon fils captif, sans qu'il en ait peut-être encore conscience. De même que les garçons joyeux, insouciants et paresseux ne sentent pas tout de suite leur fine peau d'enfance couvrir de poils rêches, ne sentent pas leur pousser oreilles, sabots, museaux, ne sentent pas encore claquer au-dessus d'eux le fouet méchant du petit homme, le fouet rapide de celui qui connaît la vie. Mon fils ne connaissait rien à la vie, me disais-je, avant d'aller, bras tendus, cœur impatient, radieux, vers ce Berlin sinistre où, Elle se disait, mon Dieu, la laideur de ces avenues interminables, bordées de meubles casernes. Elle se disait, le taxi n'arrivera jamais au bout de vous pareil, infini, implacablement droite, ni courbe, ni déclivité, ni rien qui tourne, change d'avis. nous allons rouler sans fin. Elle se disait, nous allons rouler sans fin, et la glace de son corps figera le mien. Voilà donc cette ville, me disais-je, qui a servi mon fils, lui interdit de parler à sa mère. Mais dans quelle langue pourra-t-il encore le faire? Et d'entre quelles lèvres sortiront les mots de sa tendresse si la terrible métamorphose s'est accomplie au pays des plaisirs? S'il n'est plus le doux jeune homme candide et fougueux que j'ai aimé, mais un petit âne, épuisé, anéanti. Le fouet cinglant a râpé son pelage et la soumission tient ses yeux baissés, ternis d'effroi. Dans quelle langue, me disais-je, allons-nous nous parler, nous reconnaître? Dans quelle langue? Le taxi a fini par s'arrêter au pied de Corbusier House. Et c'est bien là que j'avais réservé un logement. Je me suis tournée soulagée vers mon hôte. Ce Rudiger au regard pâle
avait pris la peine de venir me chercher à l'aéroport. Il m'avait fait l'étrange surprise glaciale et taciturne de venir me chercher à l'aéroport avec une pancarte disant Marina, lui ne disant rien ou presque, disant moins encore que sa pancarte qui, elle, au moins, connaissait mon prénom et m'appelait, me hélait, tandis que Rudiger se contentait d'un raide petit salut et que ses yeux flottants passaient juste au-dessus de mon épaule. C'est à cet inconnu que j'avais loué depuis la France un logement dans Corbusier House. Oh, je ne lui avais pas dit. La Marina sympa n'avait pas dit. Elle se disait qu'il est aimable de venir me chercher à l'aéroport, qu'il est aimable sous ses dehors secs. Cependant, je ne lui avais pas encore dit pourquoi j'avais pris le temps d'aller la chercher à l'aéroport. Je suis un homme affectueux serviable. Je suis un homme au corps pantalon d'amour inemployé. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis allé la chercher à l'aéroport. Ce n'est pas du tout pour des raisons d'amour lent. Marina, cool, aimant les sorties au cinéma, aimant lire et rire et voyager. Oh, ne fume pas, n'est jamais ivre ni défoncé. Je suis libraire, mais tout de même. Marina, cool. Mais elle ne s'y disait pas. Elle ne pouvait se dire, puisqu'elle l'ignorait encore, qu'elle allait être obligée de partager avec moi l'appartement qu'elle croyait avoir loué entier pour son seul usage, qu'elle allait devoir vivre le temps de ses vacances. Mais, me disais-je, cette femme n'a pas l'air de venir pour des vacances. Avec le lugubre Rudiger, assez rigide, gourmet absurdement intransigeant, de quoi cette solennité est-elle l'étendard? Que défend-elle? Que proclame-t-elle? Voilà donc cette ville, me disais-je. Où ce Rudiger, qui s'était engagé à me louer un appartement rien que pour moi, m'annonçait soudain, dans son français heurté et brutal, pourquoi ne voulait-il pas que nous parlions anglais? Son rude accent me rendait le français macabre et courroucé. Comme empli d'une fureur contenue dont j'aurais été le motif évident, bien qu'inavouable, ce Rudiger me déclarait, sans précaution ni forme aucune, puisqu'il ne connaît pas assez bien le français pour louvoyer, s'enrober de délicatesse, qu'une loi, toute récente, lui interdisait de louer l'appartement entier à des vacanciers, qu'il n'était plus autorisé qu'à louer une seule pièce de cet appartement, et encore seulement dans la mesure où il l'habitait lui aussi. Les choucas tournaient et tournaient dans le ciel mauve au-dessus de Corbusier House. Voilà donc cette ville, me disais-je accablée. Elle se disait, cet homme est dément, tout comme les choucas qui croissent sans trêve au-dessous de Corbusier House. Tandis que je lui expliquais, c'est la loi, c'est la nouvelle loi. Et j'entendais mon lourd accent et redoutais de l'effrayer. Un Allemand d'âge mûr qui martèle
C'est la loi. N'avait-il pas toutes les raisons, me disais-je, d'inquiéter une Française d'âge lourd? Et je souriais en moi-même cependant. Partagez l'appartement, me disait-il. Partagez l'appartement avec cet inconnu morose. Voilà donc cette ville. Je souriais en moi-même. Que pouvais-je faire d'autre dans la position délicate qui était la mienne? Je souriais intérieurement pour me sentir moins gêné et chasser la méchante petite phrase qui me venait. Elle n'a pas le choix. C'est la loi. Que pouvons-nous d'autre dans la position délicate qui était la nôtre? Vivre ensemble, lui et moi, deux étrangers mal à l'aise dans un petit appartement. Je lui disais encore, dans mon français correct abrupt, je lui disais que je prévus d'aller chez ma vieille mère, quand je le faisais chaque fois que je louais mon logement des vacanciers. Mais que maintenant, C'est la nouvelle loi. La nouvelle loi. Voilà donc cette ville, me disais-je, effondrée, désemparée, pendant que les choucas dans le violet du ciel, le sombre crépuscule, car la nouvelle loi m'oblige à demeurer chez moi, en compagnie de mes autres payants. Et ainsi, la confortable habitude que j'avais prise de me réfugier chez maman pendant que les vacanciers m'exerçaient, pour le plaisir de découvrir ma ville, ma propre ville, abhorrée et chérie par moi dans le même temps, presque l'équivalent de ma retraite. sa petite retraite de minuscule fonctionnaire. Dans le pourpre mortuaire de la nuit tombante, les choucas criaillaient maintenant, rassemblés sur le toit de Corbusier House. Et je pouvais les entendre encore dans le long couloir du dernier étage où se trouvait l'appartement de Rudiger. Presque sentir le froissement de leurs ailes repliées, jamais au repos cependant, le clappement de leur bec bavard, le froissement de leurs ailes juste au-dessus de nous. À peine si j'entendais Rudiger. Je lui disais que je tâcherais d'être aussi discret que possible dans mon propre appartement, qui deviendrait le sien aussi longtemps qu'elle souhaiterait y rester et payer pour cela. L'équivalent de sa petite retraite. Il me disait qu'il ferait en sorte que je me rende à peine compte de sa présence et que chez lui deviendrait chez moi le temps de mon séjour. Mais, me disais-je rêveusement, ce morne Rudiger pouvait bien parler et parler encore. Il m'était difficile de me concentrer sur ses propos tant que je pouvais, croyais entendre le bruissement des ailes, les chuchotis aigus des choucas réunis sur le toit de Corbusier House, juste au-dessus de l'appartement de Rudiger. Voilà donc cette ville, me disais-je, où je viens chercher un fils et me retrouve à partager le logis des choucas et de Rudiger. Les appels énigmatiques des choucas conspirateurs
et la langue revêche de Rudiger. Et cela, je ne le savais pas encore, car c'est bien plus tard qu'elle me l'apprendrait. Qu'en lieu et en place de son fils, en personne et en chair, c'est Rudiger qu'elle aurait à ses côtés. Comme si son fils, me disait-elle, précocement vieilli au pays de plaisir, était devenu cet austère, solitaire et sombre Rudiger, comme si le châtiment ménagé à son fils dans cette ville où l'on joue, on chante, on rit, on danse au long des nuits sans fin, n'avait pas été de se transformer en petit âne, mais en vieux type flétri, incapable d'exprimer les choses simples et douces que son corps retient captives. Elle se disait, voilà donc cette ville où mon fils s'est perdu, englouti, corrompu. Il n'y avait pas encore de raison pour que je dise à Rudiger, qui me montrait l'appartement avec une fierté discrète, qu'il me serait impossible d'amener ici, une fois retrouvé, mon fils fourvoyé dans cette ville magnifique. Impossible de m'entretenir avec lui dans cette chambre, pendant que de l'autre côté de la porte, l'haleine sifflante de Rudiger rythmerait l'émotion de nos retrouvailles et les vociférations des choucas au-dessus de nous. Je dirais peut-être un jour à Rudiger que la nécessaire délicatesse que je devais à mon fils ne pouvait s'accommoder de sa présence sous le même toit que nous, ni de celle des chouquins espions qui grattaient au plafond. Mais enfin, tu ne l'as pas retrouvé. Tu n'es même pas tout près de le retrouver. Me disait au téléphone le père de mon fils. Elle disait avec amertume, avec rancœur, que le père du garçon ne croyait pas de telles recherches. Et voilà bien ce qui les séparait, ce qui les opposait irrévocablement et qui peut-être entraînera la fin de leur union, que le père juge préférable, ou du moins supportable, d'attendre que le garçon revienne de lui-même. Il ne croyait pas, disait-elle, que leur rôle était d'aller trouver le garçon là où il se cachait d'eux, dans ce vaste Berlin où il menait une vie dont ils ignoraient tout. Mais que pensait le père? Il avait choisi néanmoins, comme si on pouvait, me disait-elle aigrement, ce qui vous coûte des parents aimés, comme si on pouvait choisir librement et en connaissance de cause avant une vie dont la conséquence manifeste et première était de laisser dans les chagrins, dans l'ignorance, les remords, les parents aimés. Oui, n'est-ce pas, des parents aimés. Cela ne faisait aucun doute. Très vite, je dirais à Rudiger que le père avait pris le parti de ruminer dignement sa peine et sa complète inintelligence du comportement de notre fils. Pris le parti de n'en parler jamais. Dans la secrète espérance, peut-être,
que son vœu de silence lui ramènerait 6 ans plus tard son enfant plus grand, plus beau et plus tendre encore. Elle se disait, mais pour quelle raison Berlin nous rendrait-il notre fils? Plus beau et plus tendre, et débarrassé de son enveloppe animale, de son plumage de cygne, s'il réussissait, lui le père, à rester silencieux, à ne pas dire un mot concernant le garçon. Elle se disait, mais pour quelle raison Berlin serait-il loyal? Respecterait-il les règles d'un jeu intimement conçu dans le cœur malheureux de père? Et aussi que les personnages des contes connaissent la fin avant de la vivre et connaissent la vérité et la morale de leur histoire, de sorte qu'ils peuvent se promettre de demeurer muets 6 années durant, puisque rien ne pourra empêcher que la récompense advienne. Tandis que toi, disais-je à Rudiger à propos du père de mon fils, toi, disais-je au père de mon fils, par des vœux exigeants, tu ne fais que te meurtrir, sans aucune utilité pour quiconque. Nul Dieu ne s'engage envers toi, et ta vie entière pourrait s'écouler sans que tu connaisses jamais la fin de l'histoire, sans que tu vois jamais revenir notre fils plus grand, plus beau et plus tendre encore. Je lui disais, Marina, voilà donc votre chambre dans Corbusa House, comme une alvéole parmi des centaines d'autres, où vous vous sentirez, je le souhaite, aussi bien que chez vous. Oh, mieux que chez moi, je le souhaitais. Elle me dirait spontanément, avec un naturel et une soudaine gentillesse qui me remerait beaucoup, qu'elle ne doutait pas de se sentir bien et à l'aise dans sa chambre de Corbusa House, et que même si ma présence dans l'appartement était une circonstance inattendue, troublante, avec laquelle il lui faudrait de temps pour se familiariser, comme il lui faudrait de temps pour accepter le piétinement, les sifflements, la pensée même des choukas, juste au-delà du plafond. Le grand corps étranger de Rudiger, juste au-delà du mur de ma chambre. Elle me dirait donc qu'elle ne pouvait, malgré cela, que tirer profit de simple fait de se retrouver loin de chez elle, où il y avait longtemps qu'elle ne se sentait plus bien du tout, tant en raison de la volonté de silence du mari au sujet de leur fils que de la distance, devenue insupportable pour elle, entre leur petite ville du centre de la France et l'effroyable Berlin, qui s'était emparé de leur fils, l'avait rendu inaccessible. Il ne répondait plus aux messages, aux appels, on ne pouvait le joindre. Comment se sentir bien à Chinon, me disait-elle, quand votre fils se laissait engloutir, dévoré par Berlin? Comment marcher tranquillement dans les rues de Chinon, quand votre fils... Tranquille dans les rues de Chinon. Affairée, accueillante, agréable, dispensatrice de conseils éclairés dans notre librairie de Chinon. Comment pouvais-je l'être, dirais-je à Rudiger, quand mon fils s'éloignait de nous à Berlin, nous tournait le dos à Berlin, peut-être nous reniait
en même temps que Chinon et toute la vie pacifique, accommodante qu'il avait connue à Chinon. Croyait mon mari, dirais-je à Rudiger, mais était-ce bien la réalité? Alors que si Chinon, de toute évidence, ne pouvait lutter en rien contre Berlin, contre l'aura, la ténébreuse majesté de Berlin, c'était précisément là que demeurait la dignité et la subtilité de Chinon. Se connaître médiocre et l'accepter très platement. C'est pourquoi, dirais-je à Rudiger, seul un écervelé, un petit âne malheureux, un cygne prisonnier de lui-même, pouvait songer à opposer Berlin et Chinon, et à trouver d'autant plus d'attrait à Berlin que Chinon en manquait. Je lui disais, si vous saviez comme je hais Berlin parfois, comme souvent l'Allemagne est triste. Cet homme se prendrait à rêver de Chinon. Je lui disais, je sais que la France est joyeuse, qu'elle est verte et très fleurie. Voilà donc cette ville. Marina, emmenez-moi à Chinon, lui disais-je en pensée. Marina, emmenez-moi en France, où l'on voit partout, je crois, les collines douces. Et vous avez là-bas l'océan. Et j'installais mes affaires dans la chambre que Rudiger avait préparée pour moi. Et cet homme se dégelait lentement, comme s'il lui avait fallu percevoir, entrer en contact avec ma peine, mon anxiété, pour qu'il se sente délivré de l'obligation de se montrer rigidement et incorruptiblement bien élevé. Et c'est parce que soudain, il me comprenait si aimablement qu'il voulut me tranquilliser au sujet des choucas. À Berlin, les choucas plaisent beaucoup. Ils tournoient follement. L'Allemagne, me disais-je, n'est pas triste aux choucas. Je lui disais que les choucas au-dessous de ma tête n'ont jamais altéré la paix de mon esprit depuis les 40 ans que j'habite Corbusaros. Avez-vous, Marina, de tels oiseaux à Chinon? N'avez-vous pas plutôt à Chinon de ces petits oiseaux pleins de couleurs et de malice dont le nom m'échappe? Ils devinent le prénom de toute personne que leur jette des miettes ou des mots et le pépit joyeusement aux oreilles de l'une de l'autre, car ils ne connaissent ni la gratitude ni la rancune. Les choucas sont moins voyants, mais plus accessibles aux sentiments humains, Marina. Il me disait qu'il ne l'avait jamais dérangé. Il me laissait entendre que les choucas étaient ses amis et ses plus sûrs confidents, et qu'il avait cessé d'aspirer à trouver un jour pour amie et confidente
des créatures censées lui ressembler davantage. Des êtres humains? Oui, quelle blague! De telle sorte, me disait Rudiger, qu'ayant vaincu l'amertume, les regrets de n'être que rarement entré en contact étroit avec l'âme d'un autre être humain, ayant scrupuleusement vidé toute aigreur de son cœur assez pur et ingénu, et largement accueillant par ailleurs à la chose politique, puisqu'il ne croyait plus à l'amour ni à l'amitié en ce qui le concernait. Il mettait un point d'honneur à ne jamais regarder d'un œil condescendant ou attristé l'amitié que lui offrait désintéressé les Choucas de Corbusier House. Quant à moi, je ne connais pas, lui disais-je, les oiseaux de Chinon. Sont-ils aussi angéliques que vous vous plaisez à l'imaginer, Rudiger? Et la France aussi est désirable? Mon fils a pris le large, Rudiger. Et comme il me semblait alors que cette femme, aux yeux inquiets, alarmés, déposait entre mes mains non pas exactement sa confiance, mais sa foi en mon attitude à me faire comprendre et apprécier des innombrables choucas de Corpus-House, l'idée m'est venue que je ne pourrais mieux m'assurer sa sympathie qu'en lui ramenant son fils. Rudiger m'avouerait qu'il s'était dit, Et ainsi pénétrer dans la vie et dans le cœur. m'avouerait qu'il avait tout d'un coup et irrévocablement fait sienne ma quête éperdue. Je connais Berlin mieux que vous, Marina. Je vous aiderai, vous guiderai, et nous le ramenerons, ce garçon dont je ne sais rien. Montrez-moi son visage, montrez-moi sa figure, montrez-les-moi tout entier, que j'apprenne la forme de son crâne, son torse, ses membres. Que son regard un peu figé sur la photographie devienne le seul qui puisse attirer le mien dans la foule de l'Alexanderplatz ou de Gorlitzer Park, et qu'alors je puisse m'écrier, quand dans ces films que j'aime tant, m'écrier « Marina, c'est lui !» Je suis entrée dans la boutique et j'ai dit à mon fils. Elle est entrée dans la librairie et j'ai compris une fois encore, à l'instant où je l'ai vue pousser la porte vitrée, franchir le seuil, vaguement frotter ses semelles mouillées sur le paillasson, j'ai su, une fois encore, qu'elle disait en elle-même « Me voilà dans la boutique de mon fils ». C'est pourquoi je me suis approché. C'est pourquoi j'ai presque couru jusqu'à elle. Et avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche, je lui ai dit « Mère, ce n'est pas une boutique, c'est une librairie. » Je lui ai dit cela de la manière la plus neutre et sur le ton le plus doux, mais le plus déterminé aussi, afin qu'elle n'oublie pas que je connais ses pensées et que je sais qu'elle prend plaisir à me blesser intérieurement en appelant boutique la librairie que Marina et moi. J'ai dit à mon fils, mais je n'ai rien dit, qu'est-ce que tu... Notre librairie, mère, ne sera jamais, jamais une boutique. Mais je n'ai encore rien dit, qu'est-ce que tu... Elle a baissé les yeux et sourit, comme elle aime le faire, d'un mince sourire, oblique et malin et légèrement présomptueux, et j'ai su qu'elle pensait qu'une fois de plus, j'avais raison, en ayant deviné qu'elle nomme méchamment du et du terme de boutique notre chère librairie, ce lieu de pensée et d'émulation que Marina et moi avons créé au cœur de Chinon.
et auquel Marina et moi voyons non seulement toute la force de travail que nous puisons en nous-mêmes, mais aussi une passion d'un genre tout à fait étranger à la mentalité de Chinon. Une passion que je ne puis décrire mieux que par les mots de pureté et d'intransigeance. Et Marina et moi n'ignorons pas que de tels sentiments choquent à ce point l'esprit ordinaire de Chinon, qu'il s'évertue, cet esprit de Chinon, à les avilir, à les rabaisser, à les humilier, croit-il, en employant à notre propos un langage dégradant. C'est pourquoi je lui ai dit, Mère, vous n'entrerez que si vous acceptez que ce soit dans une librairie et non dans une boutique, comme vous le dites en vous-même. Vous n'entrerez, Mère, que si vous vous courbez, très imperceptiblement, sous l'enseigne de notre librairie. Mon fils Léni m'a toujours reproché d'avoir au plus haut point l'esprit de Chinon. Mère, restez dehors si... Restez dehors, mère. D'une voix rapide et basse pour qu'il ne puisse m'interrompre, j'ai dit à mon fils que je savais et comprenais tout, puisque j'étais sa mère. Et alors, en tant que telle, en tant que celle qui sait, sent et comprend, je n'ignorais pas qu'il pénétrait maintenant mes pensées, tout comme je pénétrais les siennes depuis que je l'avais mise au monde. Mais il s'agissait pour lui d'une tâche effrontée, d'un labeur provoquant et glauque et tout pétri d'anxiété, tandis qu'un mouvement naturel et aimant, un torrent irrépressible de tendresse m'avait introduite dans son esprit dès avant sa naissance. Et voilà que mon fils Léni voulait entrer en rivalité avec moi sur ce plan-là. J'ai dit à mon fils que j'étais bien fatiguée. Il s'était planté sur le seuil, ne lui permettait pas d'entrer. Alors j'ai pu voir qu'il cédait, comme si ma voix à l'intérieur de lui se révélait plus forte que la sienne, qui tentait vainement de s'insinuer en moi. J'ai pu voir qu'il rendait les armes. Il a brutalement tourné les talons, et sa mère est entrée de son pas tranquille. Elle a dit tranquillement, « As-tu, Léni, des nouvelles de Marina? Que se passe-t-il à Berlin ?» Alors, je suis entrée dans la boutique de mon fils et je lui ai dit, « Marina, a-t-elle enfin trouvé trace de notre garçon? » Sais-tu, Léni, j'ai connu Berlin quand j'étais jeune. De sa voix paisible, oui, de sa voix légèrement traînante et plaintive, de vieille dame très comme il faut, mais il percevait certainement, comme je l'entendais moi-même, la sorte de menace qui donnait au mot ordinaire en tranchant une distance métallique. Il y avait comme une supplication aussi. Nous avons fait de notre librairie un lieu saint. Car mon fils Léni feint de ne pas m'entendre lorsque je lui parle à haute voix, comme il ne peut échapper à ma voix silencieuse qui s'est introduite en lui quand je portais encore en moi. Ainsi espère-t-il équilibrer quelque peu, compenser cette injustice. Mais que peut-il faire raisonnablement contre l'entendement tout-puissant de sa mère? Elle voulait que je lui parle de mon garçon. Je lui ai dit, Mère, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Non seulement parce que votre présence arrogante et désinvolte suit cet asile qu'est notre librairie. Il remuait les lèvres, mais pas un son ne sortait de sa bouche. Mais aussi parce que j'ai juré de ne pas bavarder, pleurer, ni geindre au sujet de mon garçon. Oh, comment faut-il agir alors? Je parlais à mère de toute mon âme et je pouvais voir qu'elle ne m'entendait pas. Non parce que les mots ne franchissaient pas mes lèvres, mais parce qu'elle avait décidé de ne pas m'entendre. Elle, qui percevait, comprenait chaque oscillation de cette âme, la mienne, avec laquelle je lui parlais, et que là, bien sûr, elle ne... J'ai dit à mon fils, Léni,
Pourquoi demeurer silencieux? Elle avait vécu quelque temps à Berlin dans sa jeunesse et se prévalait, bien que ce fût si vieux, d'une connaissance intime, intransmissible de cette ville formidable. Je pouvais entendre l'esprit de mon fils Léni tenter de repousser ma voix en lui. Et je lui ai dit, avec toute la conviction de ma sincérité, mon cœur réellement blessé et souffrant, je lui ai dit, j'aime ton garçon, mon petit-fils, comme s'il était mon enfant. Comment le protéger si nous ne parlons pas de lui, si nous ne créons pas autour de sa chère image le halo de nos paroles bienfaitrices? Sais-tu pas, ai-je dit à mon fils Léni, sais-tu pas, toi qui vends des livres, que les mots soigneusement choisis et tendrement proférés en songeant à l'être cher protègent et gardent? Sais-tu rien de la prière, Léni? Rien des vertus de l'imploration? Il couvrait ses oreilles de ses mains tremblantes. Oh, c'était étonnant. Cet homme était libraire et par ailleurs pondéré, voire excessivement peu émotif. Ainsi en avais-je toujours jugé. Je la suppliais de se taire, mais elle ne m'entendait pas. Le silence, Léni, ne peut veiller sur personne. Je lui ai dit, Madame, j'ai vu souvent ce garçon ici dans la librairie. Oui, bien souvent il était là lorsque j'entrais. J'ai ricané. Comment osez-vous, mère, parler de la prière? Je hais mon fils quand il ricane ainsi sardonique. Il me répugne, il me fait honte. J'ai crié, mère, vous ne conviez le spirituel que lorsque vous vous figurez complaisamment qu'il pourrait pour une fois vous être utile. J'ai crié sans produire le moindre son, et mes lèvres étaient closes et pinçaient à me faire mal. Cependant, mon regard hurlait vers elle. Mon fils Léni répond au silence de notre garçon par son propre mutisme, s'imaginant sans doute qu'il pourra oublier s'il ne tente plus d'écrire ou de téléphoner à Berlin, que le garçon a décidé de ne plus répondre. Soit. Mais qu'il aille jusqu'à refuser de parler de lui, au prétexte, je suppose, qu'une telle privation recevra son dédommagement, là qui me le rend pathétique par-dessus tout. Je voyais qu'elle était en colère. Aussi, je lui ai dit, Madame, j'ai beaucoup aimé votre petit-fils. Oui, je l'ai vu si souvent ici. Il méditait, lisotait. Un bel enfant, oui. Alors j'ai dit à mon fils Léni, qui te récompensera si tu ne sais comment l'appeler, t'adresser à cela dont tu espères une compensation, une indemnité pour le bâillon qui te ferme la bouche? Qui te récompensera, te rendra ton garçon? Si tu te contentes de te taire orgueilleusement, si tu n'adresses à personne, à rien, l'offrande d'une supplication, mon pauvre fils, je lui ai dit, ne vas-tu pas au moins coudre une petite chemise de fleurs pour le garçon que tu lanceras vers un signe à l'instant de ta faim? Et le voilà revenu, intact et beau. Car le silence, mon pauvre ami, ne saurait suffire. As-tu commencé à coudre la petite chemise de fleurs? Je voyais qu'elle enrageait de ne recevoir aucune réponse. Alors j'ai pris ses mains, ses vieilles mains dures et sèches. Il me semblait que tous mes efforts, que toute ma vertu péniblement, soigneusement travaillée, mais sincère, et d'autant plus méritoire que mon tempérament ne m'y porte pas, que mon goût ne m'y porte guère. Il me semblait que toute ma vaillance et ma foi se trouvaient salopées par l'aigre voix, par l'acrimonie, par l'aigre voix de ma mère, qui s'ingéniait à défaire la mienne. Et cependant, quelle petite chemise de fleurs pouvais-je coudre? À quel ouvrage devais-je me dévouer pour revoir mon fils
sous sa forme humaine et inentamée. N'avait-elle pas raison? Quelle petite chemise de fleurs! Oh, que puis-je faire encore? Et puis, je lui ai dit que j'avais toujours trouvé le garçon déplaisant, dès lors qu'il n'avait plus été le calme et bel enfant qui feuilletait ses livres assis dans un coin de la librairie. Mais ce n'était pas du tout ce que j'avais eu l'intention de dire à la dame en prenant dans les miennes ses mains raides. J'avais eu l'intention de l'apaiser, de l'éloigner mentalement de son fils, le libraire, qui opposait agressivement à ses propos un silence bizarre, un silence bruyant, un silence sifflant, comme s'il ne pouvait ou ne voulait empêcher la stridence de ses pensées, de se frayer un chemin audible dans la densité, l'épaisseur hargneuse de son silence. De sorte que je ne comprenais pas les mots qui sortaient de ma bouche contre toute volonté de ma part et qui disaient « Lénie, il faut te rendre à l'évidence. Notre garçon est capable de tout. » Alors, je me suis trouvée à lui dire, à ma propre stupéfaction, qu'il m'était arrivé naguère de ne plus oser franchir le seuil de la librairie lorsque j'avais deviné la présence du garçon derrière la vitrine. Non pas à cette époque de son enfance où la vision de sa petite silhouette pelotonnée, gracieuse et concentrée était propre à me faire entrer d'un pas plus alerte encore, mais plus tard, adolescent, quand il s'est transformé sûrement, implacablement en jeune homme plein de morgue et de répugnance et d'une inflexible aversion pour tout ce qui ne lui ressemblait pas. C'est ainsi que je le ressentais, ainsi que j'interprétais le regard hostile, lourd, d'une ironie désincarnée, théorique, fasciste envers ce qu'il croyait que j'étais, qu'il ignorait complètement puisqu'il ne me connaissait pas, mais enfin, oui, une intello de Chinon, une bourgeoise de Chinon, une pauvre prof de Chinon. Voilà ce que je devenais sous son regard haineux, railleur. Du reste, il ne savait rien de moi et aurait frémi d'horreur à la pensée d'apprendre quoi que ce soit, à l'éventualité que son antipathie désincarnée, théorique, fasciste, puisse se laisser entamer tant soit peu par ce qu'il aurait appris de moi. Lénie, nous le savons depuis longtemps que notre garçon est capable de tout. Je lui ai dit, « Madame, Dieu veuille qu'on ne le revoie plus à Chinon. Nous n'avons à Chinon pas plus besoin qu'ailleurs de la méchanceté. » Je me suis plaqué les mains sur les oreilles. À Chinon, la méchanceté ne nous est d'aucune utilité. Nous ne l'aimons pas, nous la dédaignons, nous ne la redoutons pas. Lénie, nous le savons. Notre garçon est attiré par la faute, où il voit une puissance plus certaine que dans le devoir. Lénie, c'est en partie à cause des livres. Lénie, mon chéri. Mes paumes ont pressé mes oreilles jusqu'à ce que ma tête s'emplisse d'un grondement de volcan et qu'un léger goût de sang me remonte de la gorge. Mais je pouvais m'entendre penser, néanmoins. Je pouvais m'entendre raisonner avec grande lucidité et m'affermir dans la certitude que la moindre parole oiseuse sortie de ma bouche ferait disparaître mon fils, le ferait se dissiper dans le trop vaste monde, dans l'univers considérable, plus sûrement qu'une ceinture d'explosifs à sa taille. Aussi ne disais-je rien. Cependant qu'une question me tourmentait, tortillait mon cœur en tous sens. Quelle petite chemise de fleurs coudre à mon fils en sus de ma résolution de silence? Que devais-je faire encore que j'ignorais? Et quelle injonction, à quel sacrifice avait-elle été lancée sans que je l'entende? Sais-tu, Lénie, que j'ai passé quelque temps à Berlin autrefois? La vie n'était pas dure à Berlin-Ouest alors. On se la coulait douce et c'était bon de souffrir pour ceux de l'Est. Secrètement, on espérait que rien ne change jamais. On se dorlotait et c'était bon de souffrir pour eux.
Mais on n'était pas méchants. Personne n'était méchant à cette époque. Qui pourrait me dire en quelle façon j'avais manqué? J'ai vu la fille, son regard traqué, exalté. J'ai vu dans quel mélange d'espoir et d'inquiétude et peut-être de remords elle posait les yeux sur Marina. Et j'ai compris aussitôt que sa visite, son existence ne me porterait que problème et tristesse et regrets. Aussi, je lui ai dit, parlez allemand. Je vais traduire pour Marina. Je vais traduire pour la mère du garçon. Surtout parler allemand, que je puisse faire de votre visite, de votre existence, ma seule affaire. Et je pensais, sans le lui dire, et j'ai pensé encore, je souhaite que tu tombes morte à nos pieds. Je souhaite que les traits de ton visage s'effacent d'un coup et que ta vie ne s'immisce jamais dans la nôtre. Et comme c'est impossible, je fais manger tes paroles encore flottant sur tes lèvres, les avaler, les transformer en ma guise. J'ai dit, parlez allemand. Je traduirai pour la mère du garçon. Alors, j'ai dit en anglais, « Je suis tellement émue de vous avoir face à moi. » Puis je me suis tue pour reprendre mon souffle et m'empêcher de pleurer bêtement. Je voulais mourir. Ou plutôt me dissoudre dans le néant libérateur et miséricordieux. Car il me tardait d'entendre enfin quelqu'un qui, à Berlin, avait connu, fréquenté, aimé mon fils. Mais le regard traqué et exalté de la fille m'effrayait. Je voulais me dissoudre. Elle se disait qu'elle aurait aimé rejoindre les Choukas qui nous écoutaient juste au-delà, sans éprouver le moindre intérêt pour ce que nous disions, qui nous écoutaient pourtant comme on écoute le vent dans les feuilles de tilleul. Rien ne nous heurte ni nous blesse. Rudiger comprenait le langage des Choukas, mais rien ne le heurtait ni ne le blessait. Ce qui les occupait lui était étranger. Et si le vent se plaint dans les feuilles de tilleul, je n'ai pas mal pour lui. Madame, j'ai lu votre annonce pour votre appel dans Ziti, et c'est pourquoi je viens à vous. Mais je redoute que mes paroles ne vous fassent souffrir. Du reste, je ne suis pas là pour vous aider, mais pour vous prévenir. Pour prévenir tout en chacun sans que mon nom, mon moi apparaisse. Rudiger, Elle dit qu'elle est là pour vous. Elle s'appelle Charlotte. Elle vous aime déjà, comme elle l'aime lui, votre fils. Oui, je m'appelle Charlotte et j'ai peur. Elle dit qu'il y a une grande joie en elle. Elle dit qu'il y a une pure joie en elle. Elle s'appelle Charlotte. Elle n'ignore pas qu'une joie ardente pose parfois sur un visage l'expression de son contraire, un étrange masque de malheur. elle sait où il est. Elle vit avec lui. Monsieur, dites-lui que son fils a disparu, qu'il s'est enfoncé dans la ville avec le projet, le ferme désir de ne reparaître que sous la forme d'un corps qui tue, se venge, extermine et ravage.
Dites-lui que son fils a décidé de n'être plus qu'un corps efficace et souverain au secours d'une cause qu'il s'est forgée de toutes pièces, mais sans laquelle le corps campette infaillible et sans valeur n'aurait pas de raison d'être. Monsieur, dites-lui que son fils, dans le secret de la ville, attend son heure. Elle dit que votre fils a quitté Berlin, Marina. Et quoi d'autre? Elle a parlé longuement, Rudiger. Elle dit qu'il est parti pour Munich, qu'il cherche du travail là-bas, dans l'industrie automobile, peut-être la fabrication d'électroménagers. Elle dit aussi qu'ils sont heureux de s'aimer et qu'elle le rejoindra au moment opportun. J'entends Munich. Je n'ai pas parlé de Munich. Elle dit qu'un enfant, qui sait, pourrait naître à Munich. Elle n'aime pas Munich, mais un enfant né à Munich révisera l'agencement de son corps au sujet de Munich. Vous ne parlez que d'amour, Rudiger. Est-ce bien ainsi qu'elle voit la situation? Le mot amour, je le reconnais en français. Dites-lui qu'il n'est plus question d'amour. Un enfant? Rudiger, elle est enceinte? Elle s'excuse de ne vivre que pour l'amour qu'elle voue à votre fils. Elle n'est pas enceinte, mais cela, un jour peut-être arrivera. Monsieur, dites-lui encore qu'avant de partir, de quitter l'endroit où nous vivions ensemble, avant de s'évaporer stratégiquement dans la ville, il avait réuni une singulière collection. Amassant tous les documents, articles, vidéos, qui montraient la mise en œuvre de moyens terribles pour réussir héroïquement et solitairement à tuer le plus de monde possible. Dites-lui qu'il est devenu fou, ce garçon gentil. Demandez-lui ce qu'il a vécu d'effroyable à Chinon pour transporter jusqu'à Berlin un corps aussi haineux. Oh, je connais son intention précise. Je peux vous en parler. Elle dit qu'ils ont vécu ensemble à Berlin une vie tranquille, à laquelle l'unique reproche qu'elle pourrait adresser serait d'être été peut-être excessivement suave et monotone. Elle dit aussi qu'elle a présenté votre fils à sa famille de Spandau et que celle-ci l'a trouvé parfaitement aimable, au point que cette famille, qui a la particularité de ne comporter que des filles, joue maintenant avec l'idée de visiter Chinon, où l'on sait engendrer et élever, disent-ils, des garçons épatants comme votre fils, Marina. Bah, que de sottises. C'est l'humour de Spandau, Marina. Dites-lui encore qu'il essaiera de frapper avant longtemps, j'en suis certaine. Dites-lui qu'il n'est parti que pour éviter de m'impliquer dans son projet meurtrier, et cela non pour me protéger. Il ne veut protéger personne. Il n'aime plus quiconque ni quoi que ce soit en dehors de la cause qu'il s'est inventée. Et parce qu'il ne croit pas à ma loyauté. Il ne croit plus en quiconque ni quoi que ce soit en dehors de la cause qu'il s'est inventée. Pourquoi Rudiger a-t-elle ce visage affligé, consterné, tourné vers moi? En quête de quelle explication, Rudiger? Elle dit, elle se demande, Rudiger, elle tâche de comprendre à qui elle a affaire en votre personne, Marina. Elle se demande si elle doit rejoindre votre fils au plus vite ou attendre de discerner sous l'expression de votre figure si française les sentiments que vous nourrissiez à son endroit. Elle se demande, oui, elle ne sait pas. Elle a connu peu de Français
et jamais encore qui venait de Chinon. Elle s'efforce de vous comprendre et de vous complaire, Marina. Dites-lui qu'elle ne se tracasse pas. Ne vous tracassez pas. Mais pourquoi mon fils ne répond-il plus à nos appels, ni à nos courriels? Pourquoi dois-je passer par Charlotte pour avoir de ses nouvelles? C'est cela que je dois comprendre, Rudiger. Demandez-lui. Elle veut savoir pourquoi elle ne répond plus à ses appels. Dites-lui qu'il ne répond plus à aucun appel. Dites-lui qu'il s'est arrangé pour que nul ne puisse devenir où il se trouve, puisque son dessein est de détruire. Une seule fois, une seule formidable, épouvantable fois, et de s'anéantir grandiose dans le prodige de son acte. Il ne veut pas de vous là-bas, Marina. À Munich? Je ne pourrai pas aller le voir à Munich? Monsieur, je n'ai pas parlé de Munich. Il ne veut pas vous voir à Munich, Marina. Enfin, dites-lui, et j'en aurai terminé. Il n'y a pas de raison pour que je le revoie jamais. Dites-lui que je suis venue déposer entre ses mains le fardeau de ce que je sais sur son fils, la charge terrible de ce que je pressais un redoute. À elle de porter la honte et l'anxiété à présente, puisqu'elle est sa mère. Et je ne suis que l'ex-petite amie, c'est-à-dire rien. Rien qui m'interdise de revenir à l'état de bienheureuse ignorance qui était le mien avant que je rencontre, avant que j'aime dans cette boîte de Kreuzberg, que j'aime à la folie ce garçon paradoxal, rencontré dans cette boîte où j'ai dansé, aimé passionnément ce Français de Chinon. Je sais qu'on peut voir à Chinon de singuliers petits oiseaux qui viennent pépiller à votre oreille des mots d'amitié. Demandez-lui qui lui a fait un cœur aussi haineux. Marina, vous n'irez pas à Munich. Je vous entends, Rudiger. Je ne veux pas en apprendre davantage. Cette fille a quelque chose de mauvais qui me déroute. Cette fille est mal intentionnée, Rudiger. Elle souhaite que vous partiez maintenant. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais. Oubliez-moi, je n'ai jamais existé. Cependant, madame, je n'ai pas parlé de Munich. Elle dit que vous ne devez pas aller à Munich. Oui. Finissons-en. Mon Dieu, c'est très désagréable. Très déconcertant. Je connais depuis longtemps le cœur farouche de mon fils Lenny. Et je sais qu'il me faut composer, ruser avec sa volonté sauvage, contraire à la mienne, par réflexe. Je connais ses failles et ses talents, et il m'a toujours semblé qu'il devait ces derniers à mon enseignement. Et c'est là à son rejet parfois de mon enseignement, auquel il lui plaisait d'opposer une stupide feinte de non-recevoir. Enfin, je connais depuis longtemps son cœur solitaire. Le garçon est allé se tapir, de sorte qu'il m'a fallu user d'adresse pour... Le garçon niche dans un recoin de cette ville qu'il a choisi certainement comme la scène de son haut fait à venir. De sorte
qu'il m'a fallu user de diplomatie pour le convaincre d'aller rejoindre à Berlin Marina qui n'en voulait plus partir. Il respire fort et gémit et anane dans sa cage comme un monstrueux volatile couvant ses œufs infernaux. Ainsi ai-je parlé à mon fils Léni d'une voix sonore ou de la voix intime et muette dont je me sers souvent pour lui signifier ce que je pense et qu'il entend mieux que l'autre voix, la normale, la violente, l'insoutenable, affirme-t-il dans le havre artificiel de sa librairie où il n'admet, ne respecte que les murmures compassés. De quelle voix lui ai-je parlé? Je ne m'en souviens plus. Mais il m'a écouté et obéi, et le v'là à Berlin, même si, sachant, s'étant laissé dire par Marina que le garçon est à Munich. Il n'en croit rien. Je n'en crois rien non plus. Car j'entends la nuit ses soupirs caverneux. C'est de Berlin que souffle le vent chargé de ses pleurs. Il pleure parfois, Berlin. Il a peur et voudrait parfois renoncer à la gloire qu'il s'est promise. Et j'ai dit à mon fils, laisse ta librairie et va là-bas chercher notre garçon. Laisse Chinon, rejoins Berlin. Fais de ceci ton renoncement. Car je sais que sa librairie est chère au cœur de mon fils Léni. Et je sais que son inquiétude au sujet de son propre fils, son tourment, ne peut trouver plus claire expression qu'en cela. Quitter Chinon pour gagner Berlin, abandonner entre mes mains moqueuses, impures, sa librairie d'homme achevé, sa librairie parfaite, qui ne tolère en son sein ni parole haute, ni viande, ni lait, ni graisse animale, ni le rire gouailleur d'une vieille à qui on ne la fait pas. Oh, mon fils Léni est le sarcasme. Mais je ne lui ai pas dit. Vous avez commis une grande erreur. Pourquoi votre enseignement aux garçons, vos paroles d'amour et de protection, pourquoi l'unique parole à lui adresser ne fut-elle pas celle-ci? Va et ne commets pas de faute. Non, je n'ai pas dit à mon fils Léni. Voulant accomplir le bien, vous n'avez fait que vous méprendre. Oh Dieu nous garde des gens de votre sorte, que la pureté de leur propre intention enivre, dont la bonté durcit le cœur. Comment avez-vous pu rendre possible cela? Que le garçon ait compris dès l'adolescence qu'il vous défait, vous surprenait par quelque chose de mou, de sombre et de vaguement crétin en lui. Vos livres le trouvaient indifférent. Et votre sèche exultation, votre froide bien-pensance, ou au contraire, votre émotivité exaltée quant aux détresses du monde. Il ne succombait pas, il ne s'indignait pas, mou et sombre et affreusement décevant. Va, mon enfant, et ne commets pas de péché.
Si vous aviez éduqué le garçon en lui répétant de manière implicite cette seule injonction, croyez-vous qu'il se tairait à Berlin en ce moment, au cœur de cette ville infernale où il ne rêve précisément que du plus grand péché à commettre? Va, mon enfant, car jamais vous n'avez posé sur son épaule la main douce, la main légère des parents confiants et qui n'attendent ou n'ordonnent qu'une simple chose: ne commets pas de péché. Car vous avez dit: lis, instruis-toi, prends exemple sur nous, sois grand, sois brillant, sois fort et intelligent, mais sois gentil également et sache penser. Ne sois pas ordinaire, ne sois pas arrogant non plus, car vous avez dit: il n'y a pas de faute, il n'y a que des erreurs, il n'y a pas de péché, il n'y a que des atteintes au bon goût. Et ceci, vous ne l'avez pas dit, jamais. Va et ne commets rien qui ne fasse honneur à notre réputation, à ta propre dignité telle que nous l'avons conçue pour toi. Va, mon enfant, sous la protection de notre tendresse, et ne sois nulle part le fléau de la malfaisance. Non, ne sois jamais nulle part l'instrument du mal. De quoi parlons-nous, Lenny? De quoi sommes-nous en train de parler? Que viens-tu faire à Berlin, puisque notre fils est à Munich? Pourquoi as-tu quitté notre librairie de Chinon au risque de la mettre, notre bien-aimée librairie, en péril, pour venir à Berlin alors que notre fils est à Munich? Pourquoi prononces-tu son prénom maintenant? Toi qui refusais de l'évoquer à Chinon, qui redoutais que les mots inutiles ne le fassent mourir au loin. Pourquoi le prénom de notre fils emplit-il maintenant ta bouche au point que tu bafouilles et rougis dans ta hâte de l'expulser? De qui parlons-nous, Lenny? Je ne reconnais notre fils dans aucune des images que tu emploies. Lenny, as-tu bien fait de venir? Marina se sentait bien dans mon appartement de Corpus-House. Elle dialoguait chaque soir sereinement avec les choucas qui criaient au-dessous de nos têtes. Elle comprenait que les choucas ne criaient pas plus que nous nous brayions ou pépions, mais qu'ils bavardent, non sans sagesse, comme nous humains le faisons parfois. Lenny, comment vais-je oser m'entretenir avec les choucas si tu es là, sceptique et effaré dans mon dos? As-tu bien fait de venir, sachant ce que la fille m'a dit? Notre fils est à Munich et ne veut pas nous voir pour le moment. Lenny, fais-tu bien t'entremettre entre les choucas et moi, de m'imposer
ta présence incrédule à Berlin, où notre fils s'embusque, n'est plus. De quoi parlons-nous exactement, Lenny? Alors, j'ai dit à Sulénie, à l'époux de Chinon, que Marina commençait à apprendre. Elle s'initie lentement à Berlin et acceptait d'aimer cette fille qui lui avait fait horreur, lui ayant pris son fils, avait-elle cru. Mais bien songés étaient ses sentiments à l'endroit de Berlin, maintenant qu'elle pensait son fils à Munich. Et plus que Berlin l'avait fait esclave, subjugué par la seule force de sa séduction délétère. Puis, j'ai dit à Sulénie que je l'enviais de posséder à Chinon un petit bout de France bien à lui, comme je l'enviais d'avoir en France l'océan tout proche. Les flots de l'Atlantique ne baignent pas Chinon, ai-je dit à l'Allemand. Lenny, voilà donc cette ville. Ce Berlin dont ils rêvent tous. Et Lenny, croiras-tu? Je suis entrée dans ce rêve à mon tour. De quoi nous parlons, Marina? Nous parlons de notre fils qui nous fuit, se cache et se protège de nous, qui se met à couvert de notre amour et des exigences de notre amour. Voilà de quoi nous parlons exactement. Mais n'es-tu pas en train de te fabriquer un a priori sûr et antichinonien dans cette ville où je te trouvais bien hardi de te rendre, où j'avais la naïveté de te croire au plus près de la vérité concernant notre fils? Je me trompais grandement, car je te découvre blotti dans les commodités de l'illusion et le plaisir que tu tires des songes que toi et l'Allemand fabriquaient ensemble ne me laisse aucune chance. Je suis seul dans cette ville. J'ai dit à Sulénie que de sources fiables, son fils était parti pour Munich. Ma mère sait que mon fils est à Berlin, ai-je dit à l'Allemand. Ne vous disputez pas. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma mère le sait puisqu'elle l'entend depuis Berlin et que le souffle de mon fils, les exhalaisons très légères de son souffle arrivent au cœur de ma mère, portées par le vent de Berlin. C'est ainsi. Elle parle à travers moi en cet instant. C'est Esther, ai-je dit à l'Allemand, que vous entendez par ma bouche. Cherche-le partout dans Berlin, et que ton effort, que ton amour aveugle et absolu, et qui cette fois ne demande rien, l'affaiblisse là où il se trouve, car il est égaré. Il prépare quelque chose d'effroyable. C'est ainsi, ai-je dit à l'Allemand, que ma mère considère la situation. Désarme notre garçon, dit ma mère. Aspire à distance sa force et son assurance. Désarme-le, rends-le pitoyable à ses propres yeux. Mais il te faudra être puissant dans les rues de Berlin et bien assuré de ta force, car il prépare, lui, quelque chose d'effroyable. Alors il te faudra être puissant, Lenny. Je disais à Rudiger que l'arrivée de Lenny me troublait et me peinait. Lenny qui avait feint de ne s'inquiéter nullement au sujet de notre fils, qui avait réprouvé à sa façon supérieure et silencieuse mon agitation, mes déchirements, s'imaginant, lui, Lenny, que sa sérénité. Lenny, fais-tu bien de venir ici me troubler et me peiner?
Les choucas de Corbusier House ne font que vociférer depuis que tu es là, et je ne les comprends plus. Elle se disait qu'elle aurait souhaité voir demeurer à Chinon cet époux qui avait fait vœu là-bas de silence et de confiance. Foi dans le destin à condition de rester incorruptible. Et voilà, se disait-elle, qu'il débarquait bruyamment, affolait les choucas, tirait Berlin et Louis, qu'il projetait de soumettre leur fils par sortilège. Je disais à Rudiger, pourquoi est-il venu à Berlin? Je disais à Rudiger, puisse-t-il regagner Chinon au plus vite? Lénie sera incapable, disais-je à Rudiger, d'aviver quoi que ce soit en lui susceptible de l'amener à notre fils. Il fait appel à l'esprit d'Esther pour compenser l'irrémédiable glaciation de sa sensibilité. Lénie, as-tu bien fait de venir? Te souviens-tu des soupirs profonds, accablés, par lesquels tu répondais souvent aux remarques du garçon? Te souviens-tu des nombreux manquements à la clémence qui ont été les tiens avec lui? Te souviens-tu de ton désappointement à peine masqué ou vaguement dissimulé sous la dérision, quand le garçon... Je me suis tourné vers l'Allemand. Je lui ai dit, elle refuse de comprendre que je suis en train de faire pour mon fils, davantage encore que de lui coudre, lèvres bien closes, une petite chemise de fleurs. Je lui ai dit, elle, que fait-elle pour lui? Sinon se figurait qu'en parlant avec d'affreux choucas dans cet appartement hideux où elle cohabite avec vous, elle se rapproche de notre fils, fait corps avec lui, comme au temps où elle le portait, aimait, chéri de nous. Notre fils a vu le jour, et ce n'était pas lui qu'on attendait. Lénie l'a traité si durement, disais-je à Rudiger. Et quelle part de mon amour s'est trouvée exténuée, gâchée par la nécessité d'atténuer les rigueurs de Lénie, de faire croire au garçon qu'il n'était pas, non, irrémédiablement insuffisant. Une trop grande part de mon amour, en vérité. Lénie l'a traité si durement, disais-je à Rudiger, que je ne peux encore lui pardonner. Et non seulement cela, mais je sens ma colère enfler. Ma colère réduite, oubliée. Je la sens s'imbiber de larmes acides et gonfler en moi lorsque je pense à notre pauvre fils. Je voudrais cracher à Lénie. Tout est de ta faute. Je ne peux pas lui parler en face, et je dis à l'Allemand, car elle ne supporte pas d'entendre ma mère parler en moi, bien qu'elle sache pertinemment depuis toujours que ma mère dit la vérité. Ce qu'il m'arrive d'oublier, voyez-vous, tandis que Marina le sait et en éprouve parfois de la fatigue. Elle souhaiterait qu'Esther se taise en moi et que seul s'adresse à elle Lénie qui dit n'importe quoi. Mais voilà, aujourd'hui, à Berlin, Lénie dit ce qui est vrai. Alors, inutile, Marina, de chercher la bagarre, et je dis à l'Allemand,
pour ne pas la braver, affronter son regard furieux. Son irritation et sa rancune ne lui sont d'aucun secours dans la situation présente. Ainsi me suis-je exprimé, doctement, en regardant bien droit dans les yeux décolorés de l'Allemand qui m'avait pris, séquestré ma femme entre les murs serrés, sous le plafond bas de cet appartement du grand maître Chauxois, les oiseaux d'horreur, leur huée assourdissante. Marina, ma chérie, délaisse ta fureur, abdique ton ressentiment, et nous irons ensemble dans les rues de Berlin pour une extraordinaire battue aux fils. Nous le poursuivrons partout où nous aurons eu le moindre indice de son passage d'épouvante. Nous arracherons de ses épaules le destin qu'il a emprunté, volé, usurpé, et lui redonnerons le sien, propre, celui que notre amour lui. J'ai dit à Marina que son époux de Chinon me causait de l'effroi. Rudiger, taisez-vous. Je comprends encore le français de Lenny. Il ne parle pas la langue de Munich. Je peux comprendre toute seule. Je pensais cependant que j'aurais aimé rester du côté volatile, aimable et bon de Rudiger. Du côté des corvidés sagaces qui me défendaient comme Rudiger contre la volonté impérieuse et terriblement vertueuse de Lenny qui sait tout. Et je pensais aussi que j'aurais aimé n'avoir nul la tâche. Personne d'en soucier. Et voler sans amour dans le ciel obscur, sans passé, sans visage, et ne sourire qu'à ma propre volonté brumeuse. Car il m'arrivait de haïr notre fils que j'avais aimé si ardemment. À cause de ces liens d'amour qui faisaient de moi sa chose. Notre fils porte la chemise d'un autre, Marina. Je lui ai dit en allemand, je ne veux pas vous perdre, sachant qu'elle ne comprenait pas. Et c'est pourquoi je l'ai dit songeant dans le même temps qu'il ne me déplairait pas qu'elle comprenne. Jamais quiconque ne s'était approché comme elle le faisait de feuilles radieux de ma personne étrange, malaisée à aimer, à connaître. Marina, je ne veux pas vous perdre. Vous qui n'avez pas craint d'entendre mes chers choukas s'adresser à vous et qui jamais, je crois, n'avez pensé cet homme est perturbé, qui se persuade non seulement que les choukas discourent à son intention, mais qu'ils disent la vérité de toute chose, de toute situation ici-bas. Et avec la chemise d'un autre, le destin d'un autre. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Lenny? Mais je le disais en regardant Rudiger, sachant que les naïves intentions, les innocentes visées de Rudiger sur ma personne consistaient à me faire préférer Berlin à Chinon, me faire aimer son Berlin pour oublier mon Chinon, qu'il m'enviait par ailleurs avec une violence désespérée d'enfant qui vient de comprendre que nulle réalité ne s'inclinera devant son désir. Jaloux de Chinon plus que de Lenny qui lui semblait sans importance. Pauvre Rudiger. Je regardais Rudiger, car ses intentions ne pouvaient me nuire, tandis que celle de Lenny remuait de la boue en moi. Ma mère le sait,
Notre fils s'est glissé dans les songes d'individus admirables à ses yeux. Et l'enchantement est tel que ces songes nocifs, il les croit siens. J'ai dit à Rudiger, notre fils, un jour, se vengera de Lenny. Ma mère le sait. Quand le prochain malheur se produira, nous penserons, c'est lui, c'est notre fils. Remuait en moi de la boue haineuse. J'ai crié vers Rudiger. Lenny, va-t'en! Je ne sais plus rien de Chinon. Et mon fils vit à Munich une existence dont je ne veux rien connaître. Et Berlin m'appartient à condition que tu n'y aies aucune part, Lenny. Laisse-moi demeurer ici seule et détachée. J'oublie ma peau et mes vieilles histoires pesantes. Et je parlerai volontiers à Rudiger de certains petits oiseaux qu'il se représente voltant en multitudes écarlates dans le ciel de Chine. Rudiger et moi, nous sommes de la même espèce. J'ai à me soucier de peu de choses en sa compagnie. Je suis bien, à mon aise. Je suis bien. Je suis déjeunée. J'ai dit à Rudiger, dites-lui de quitter mon Berlin. Alors, tu seras coupable, Marina. Et chacun s'écriera, mais quel genre de mère a-t-elle donc été? Quand le prochain malheur se produira, tu penseras. C'est elle. C'est Marina. Oui, Lenny, tu auras raison. Les hommes de ta trempe et de ton fer ont toujours raison. J'ai dit à l'époux de Chinon, rentrez chez vous, monsieur le libraire. Je crois que cette ville ne vous aime pas. Mais dans mon émoi, je l'ai dit en allemand, et Sulénie m'a fixé des yeux pleins d'une sombre et aigre détermination et d'un ennui vaguement dégoûté, comme si on l'obligeait de considérer quelque chose de malpropre. C'est pourquoi je lui ai dit dans sa propre langue, rentrez dans votre belle France, où les flots engloutiront un jour, dans votre délicieux Chinon, que les eaux torrentielles effaceront de toutes les mémoires. Et grâce à moi, Marina sera sauvée et vous serez là-bas submergés et anéantis par vos propres splendeurs, vos élégances et votre pureté. Oh, je ne vous envie pas. Il me va très bien d'être un vieux berlinois de Courbusa-Haus aux pensées caféieuses. Il me va très bien mon irréductible complexe d'infériorité, alors que je suis assuré que grâce à moi, Marina sera sauvée. Une grande douleur s'abattra sur la ville. Et nous tremblerons. Et nous nous demanderons, est-ce lui? Est-ce lui cette fois? Et Lenny hurlera. Marina n'a jamais agi avec lui comme il le fallait. Mais je ne tremblerai pas.
Je ne me demanderai pas si le bras de mon fils a semé la terreur. Et pour la première fois de ma vie, très chaste et très intègre, je ne me sentirai coupable de rien. Je songerai dans ma quiétude que d'autres se parent des habits flatteurs de la responsabilité. Je danse avec Rudiger au rythme de cette Stubbenmusik qu'il apprécie secrètement. Je suis bien. Je suis Marina et les choukas n'ont que des mots indulgents à mon endroit. Je suis Marina et je ne suis pas coupable. Priez pour lui. Je ne m'en occupe pas. Je ne suis plus sa mère à Berlin. Priez pour nous. Je ne suis plus la mère de qui que ce soit. Rudiger, oh, veillez. Veillez sur Marina. Krata